Marisol Touraine dans l'empire du Zika. La ministre de la Santé est arrivée en Martinique en pleine explosion de l'épidémie. Près de 7600 personnes ont été touchées par le virus et sa progression continue. Arrivés aux plus hautes fonctions, les anciens élèves du lycée général et technologique de Bainbridge sont revenus le temps d'une journée afin de prodiguer leurs conseils aux actuels élèves de l'établissement. Bruno Baumann-Saïb, proviseur adjoint du lycée de Bainbridge, est notre invité. La ville de Sainte-Anne a lancé une grande opération de propreté. Les agents du service technique ont ramassé chaque jour des tonnes d'ordures. La municipalité espère boucler cette opération pour rendre la ville plus agréable. En avant-première dans votre journal ce soir, un spectacle de claquettes inédit, une œuvre engagée où jouent 5 femmes et un homme, le reportage de Karen Diana. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces grands titres de votre journal, retenez ces images du jour. L'équipe de France de tennis a rendu visite aux enfants hospitalisés au service de pédiatrie du CHU de Pointe-à-Pitre. Un déplacement qui n'était pas prévu à leur agenda. Un moment magique qui a beaucoup ému les joueurs ainsi que leurs jeunes fans. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a poursuivi sa visite en Martinique. Elle a, comme en Guadeloupe, fait le point sur la situation et sur l'avancée du virus, qui enregistre désormais près de 7600 cas. Son inspection du jour a commencé au quartier L'Ermitage, à Fort-de-France, où elle a pu rencontrer les riverains pour comprendre leur quotidien. Reportage Frédéric Mazy, Michelet François, d'ATV Martinique. Comment ça va, monsieur? Ça va. Une bise pour saluer cet habitant du quartier de l'Ermitage. Marisol Touraine joue la proximité. La ministre a troqué ses talons contre des baskets et sillonne les rues de Fort-de-France. Objectif, rencontrer la population martiniquaise. Ça va? Oui. Ça va, c'est Madame Adrienne, bonjour. Madame Boissy. Oui. Comment ça va? Ça, on fait avec. On est là. Seconde étape de la visite ministérielle, une rencontre avec des jeunes en service civique. Alors, service civique depuis quand? Une semaine. Depuis une semaine, ils font du porte-à-porte. Ils prodiguent conseils et astuces pour se protéger du moustique porteur du Zika. Une mission qui demande du courage. Moi, ça m'effraie, pour être franche, ouais, ça m'effraie, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prévient en même temps, parce qu'on a les messages soit par radio, soit par les médias, et je pense qu'il est préférable d'avoir quelqu'un qui vient en face de nous pour nous donner l'information directement. Il faut sans arrêt revenir, sans arrêt répéter, sans arrêt convaincre, et c'est le rôle des jeunes du service civique que d'aller porter cette parole de prévention et de précaution. La visite de la ministre a clôturé la semaine de la lutte contre le Zika. 7 jours symboles pour que le combat contre le moustique ne s'arrête pas. L'Agence régionale de santé a annoncé que le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint. Des renforts humains et matériels ont déjà été accordés au centre hospitalier de Fort-de-France depuis le début de l'épidémie en décembre 2015. Pour renforcer le soutien de l'État, Marisol Touraine a annoncé une enveloppe supplémentaire de 58 millions d'euros. Le CHU est au cœur du dispositif Zika. Ce matin, Marisol Touraine a visité le service où sont pris en charge les cas les plus graves. L'hôpital doit faire face à l'épidémie dans des conditions dénoncées par le personnel. Les représentants syndicaux attendent désormais des actions et non plus des mots de la ministre. On lui demande de nous donner les moyens nécessaires pour soigner les Martiniquais. On lui demande d'avoir un objectif clair sur le développement des établissements publics. Parce que ici, vous n'êtes pas censé savoir que la plupart des établissements ne sont pas antisismiques. D'autre part, le plateau technique que vous voyez derrière notre dos sera livré vide. 32 femmes enceintes ont contracté le virus sur notre île. Marisol Touraine a annoncé la venue d'un médecin échographe supplémentaire, mais également un soutien financier. J'ai annoncé ce matin que dans les prochaines semaines arriverait une aide supplémentaire de 58 millions d'euros pour aider l'hôpital à traverser cette période. Par ailleurs, je veux dire ma confiance à un moment où va se mettre en place un nouveau plateau technique d'ici quelques mois
C'est un investissement considérable, très largement soutenu par le gouvernement. C'est vrai qu'on a quand même énormément de difficultés au CHU de Martinique avec... Donc on a exposé des problèmes de ressources matérielles, de ressources humaines. Donc on espère, surtout pour faire face à l'épidémie de Zika et même pour d'autres épidémies éventuelles et pour le suivi, d'avoir un apport financier et puis des ressources humaines. Mais en tout cas, il y a déjà une partie qui s'est mise en place au CHU. Après la Guadeloupe et la Martinique, Marisol Touraine se rend en Guyane, dernière escale de son tour d'outre-mer. Ils avaient fait leur classe dans 7 établissements. Après avoir gravi les échelons, ils reviennent comme exemple. Il s'agit des anciens élèves du lycée général et technologique de Bainbridge. Ils ont participé au forum des métiers organisé par l'établissement. Bruno Bouman-Saïd, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le proviseur adjoint du lycée général et technologique de Bainbridge. Je vous propose d'abord de regarder le reportage réalisé par Nathalie Dinan et Moïse Dexter cet après-midi. Il est important, dans un monde de doute où beaucoup de jeunes évoluent en mal d'objectifs, de pouvoir les accompagner et pourquoi pas les stimuler. Au lycée général et technologique de Bainbridge, les encadrants et les élèves, pour aider à l'orientation et susciter des vocations, ont organisé un forum des métiers particulier. Une présentation des différentes filières post-bac dispensées dans l'établissement en présence d'anciens élèves. Aujourd'hui, j'ai plaisir à revenir dans mon ancien lycée. C'est vrai que j'ai été lycéen à Bainbridge où j'ai validé un bac littéraire à l'époque. Après, je suis resté sur la Guadeloupe pour valider une maîtrise de droit à l'Université Antilles-Guyane. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un bonheur à m'exprimer avec les lycéens de Bainbridge. Aller découvrir des choses ailleurs, c'est toujours enrichissant. Mais néanmoins, la Guadeloupe a une offre aujourd'hui de formation qui devient exceptionnelle. J'ai accompli l'intégralité de mon parcours en Guadeloupe, au lycée de Bainbridge, puisque j'ai effectué mes 3 ans de licence ici, ainsi que mon master pendant 2 ans en alternance. Donc avec une entreprise, en travaillant dans des entreprises guadeloupéennes, mais en suivant également le cursus scolaire en Guadeloupe. Du coup, le fait d'être diplômée aujourd'hui, récemment, donc depuis le mois de janvier, me permet effectivement de dire que la réussite en Guadeloupe est possible, d'autant plus qu'il y a des acteurs guadeloupéens et locaux qui soutiennent la démarche des jeunes qui veulent effectivement entreprendre et continuer à apprendre ici. Des parcours qui peuvent servir d'exemple, même si chacun doit trouver sa voie. Je peux juste essayer de contribuer à leur réflexion, de donner des éléments du choix qu'ils feront, mais il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de modèle en matière d'initiation professionnelle, en matière de cheminement qui est d'abord un cheminement personnel. Nous aussi, il y a maintenant 30 ans pour moi, plus de 30 ans pour moi, j'étais sur les mêmes bancs qu'eux et je doutais, je ne savais pas au mois de février ce que j'allais faire plus tard. Et c'est vrai que j'aurais aimé que de telles manifestations existent à ce moment-là. Donc comme je le disais, simplement on apporte des petits cailloux blancs pour guider leur chemin, sans plus, sans prétention. Et le message passe d'autant mieux quand on utilise leur langage. Le parrain Missier Sadiq l'a bien compris. C'est vrai que j'étais à la table avec des gens qui ont fait de grandes études, qui sont à des postes à responsabilité, au point de me demander mais est-ce que je suis à ma place? Mais en réfléchissant, je me dis que finalement je parle à ces jeunes d'une voix qui leur est familière. Croyez en vous, allez de l'avant, le travail paye. Donc voilà, si vous devez partir, partez, mais revenez parce que on parle souvent de la fuite des talents et je dis souvent que si tous ceux qui savent faire quelque chose s'en vont, qu'est-ce qui va rester quoi? Donc il est important de partir quand on ne peut pas poursuivre ses études ici, mais il est tout aussi important de revenir pour construire le pays et porter sa pierre à l'édifice. Avec cette rencontre entre anciens et nouveaux élèves, les futurs bacheliers pourront opter pour une prépa, un diplôme en comptabilité, en informatique ou en gestion à Bainbridge. Bruno Bouman-Saïd, comment se positionne Bainbridge, comme un lycée de performance ou un lycée d'élite? Pour répondre à une telle question, je dirais que notre établissement se positionne comme un établissement d'excellence, de l'excellence pour tous et de tous et de chacun, de toute forme d'excellence en fait. Au-delà de la performance, l'excellence. Vous privilégiez quoi? La performance, l'accompagnement ou plutôt vraiment d'arriver à cet écrémage d'une élite à la fin? Non, c'est une corrélation. Nous privilégions nécessairement les parcours de réussite et de formation, quelle que soit la nature du projet de l'élève. Nous mettons en place des dispositifs afin d'accompagner cet élève ou une cohorte d'élèves vers la réussite. Au-delà même de la performance et de l'excellence, il y a la question des parcours de réussite et de formation au regard du projet de l'élève, de son idée à son projet.
Comment vous vous positionnez justement par rapport à un lycée comme Gerville-Réache, qui figure, sa prépa lettres, fait partie des meilleurs prépas de France. Le lycée de Bainbridge fait toujours figure de lycée performant aujourd'hui, comparé à ses filières. Oui, nous avons des prépas dites scientifiques. Vous parlez de notre voisin sur l'autre partie de la Basse-Terre, qui a une dominante littéraire. Nous sommes spécialisés dans les écoles d'ingénieurs scientifiques. L'entrée dans ces écoles, vous le savez, est beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeante que certaines prépas littéraires, sans faire de comparaison. Et puis, nous avons quand même 11 prépas, il faut le noter. Hein. Et par le passé, LGT Bainbridge a produit un polytechnicien et des élèves dans les meilleures écoles de vétérinaires. Et pour rappel, en PACES, dans notre académie, souvent les meilleurs élèves, en PACES, c'est la formation de médecine, première année de médecine, viennent du lycée de Bainbridge. C'est une fierté pour vous, j'imagine. C'est une grande fierté. Une ombre néanmoins au tableau. De nombreux cas de délinquance ont été signalés à la fin de l'année 2015 aux abords du lycée. Est-ce que les autorités vous ont aidé à faire face à ce phénomène? Bien sûr, c'est un travail partenarial. Nous avons, pour éradiquer, faire reculer et rassurer les familles, nous avons mis en place, j'ai envie de dire, un travail partenarial fouillé et approfondi avec les autorités de police, en faisant notamment avec le préfet un diagnostic de terrain en marchant, un diagnostic en marchant, pour bien identifier les situations, les points névralgiques qui gagneraient à être, j'ai envie de dire, investis par les autorités. C'est ainsi que nous avons fait reculer les différentes situations dommageables en matière de délinquance, d'agression d'élèves, en particulier sur le triangle LPO, Chevalier-Saint-Georges, Jardin des Selles, GT Bainbridge, parce que c'est quand même plus de 4000 élèves. Le lycée de Bainbridge est l'un des plus anciens de la Guadeloupe, près d'un demi-siècle d'existence. De nombreux bâtiments ne sont pas aux normes parasismiques. Où en êtes-vous au niveau des travaux? Bien, comme vous le savez, depuis nous avions inauguré en janvier 2015, un peu plus de 13 mois aujourd'hui, le début des travaux avec l'ancien exécutif régional. Les travaux sont bien avancés aujourd'hui. Cet après-midi, nous avons... À quelle étape? Eh bien, nous, au terrassement, bientôt le démarrage même du nouvel internat. Eh bien, cet après-midi, nous avons eu la surprise d'une visite du recteur. Lui-même, il appréciait l'état d'avancée des travaux. Normalement, à la rentrée 2017, c'est-à-dire dans une année scolaire en plus, on devrait avoir, dans un parcours normal, un nouvel internat et des locaux pour commencer à accueillir les premiers élèves. Quel est le plus du lycée de Bainbridge par rapport aux autres établissements de la Guadeloupe? Qu'est-ce que vous apportez aux élèves? Le plus du lycée de Bainbridge, c'est une identité, c'est une marque de fabrique. C'est, j'ai envie de dire, une dimension mythique. Vous savez, vous-même, dans ces très beaux bâtiments, vous avez d'illustres élèves de Bainbridge qui ont fait de très beaux parcours. Donc Bainbridge, c'est un mythe. Mais c'est un mythe autour de l'identité, de la réussite et de l'excellence. Et qui donne des résultats aujourd'hui toujours? De très très bons résultats, comme vous allez pouvoir le constater dans tous les grands concours et les examens. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vous remercie. Le lycée polyvalent Raoul-Georges Nicolo, du nom du célèbre scientifique et inventeur guadeloupéen, organisait aujourd'hui une matinée porte ouverte. L'objectif, permettre aux élèves et aux étudiants de découvrir des filières et des formations parfois uniques aux Antilles-Guyane. Le reportage est signé Loïs Ignace. Plusieurs centaines de collégiens se sont rendus au lycée Raoul-Georges Nicolo pour la journée porte ouverte sur le thème cette année de sciences et technologies, un nouveau regard vers l'avenir. Ces lycéens ont opté pour une filière scientifique. Ils nous présentent leur projet étonnant et innovant. Je vais vous présenter mon projet robot étalagiste. C'est signifie entre parenthèses, robot aide à la personne. Avec ce robot, on va soulager leur douleur et leurs efforts physiques. Je veux vous montrer la rotation du poignet en allant vers la droite et en allant vers la gauche. Et vous voyez que j'utilise mon bras droit pour faire cette rotation avec ce capteur. Ces deux élèves sont en STI 2D, Sciences, Technologies, Industrie et Développement Durable, une filière en plein essor. J'ai choisi cette filière parce que le développement durable, c'est quelque chose de maintenant, ça nous concerne. J'avais pas forcément envie de faire une filière générale comme S, donc je me suis dit oui, je veux une filière technologique et je me dis que c'est une filière qui a de l'avenir. On cherche des solutions pour consommer le moins d'énergie possible. On a eu un mini-projet récemment qui était d'optimiser cette salle
Donc nous avons constaté que les luminaires présents consommaient beaucoup d'énergie. On va installer des panels pour voir comment ça fonctionne, pour pouvoir savoir si on le met dans tout le lycée. Dans la section ingénierie, les élèves apprennent à utiliser les nouvelles technologies comme la domotique, la biométrie, mais pas seulement. Alors, ceci, c'est une voiture hybride qui fonctionne avec l'électricité et l'hydrogène. La voiture se recharge avec l'électricité et il y a une pile pour l'hydrogène qui est rechargeable. Le lycée polyvalent Raoul-Georges Nicolo a mis en place un dispositif qui permet aux élèves qui le souhaitent de se projeter vers de longues études. Nous sommes toujours dans cette dynamique-là, de pouvoir offrir à nos élèves la possibilité donc, de réussir d'une part, mais aussi de pouvoir imaginer qu'ils puissent aller au-delà de ce qu'on va dire qu'au départ, ils pourraient penser arriver. Donc, et on a un dispositif essentiel qui est donc la cordée de la réussite. Cordée de la réussite qui permet justement à tout élève de se dire que lui aussi, il peut atteindre l'excellence. Au lycée Raoul-Georges Nicolo, des filières scientifiques et technologiques sont axées sur la modernité pour garantir aux élèves des débouchés dans ces domaines. En Martinique, la question des travaux du lycée Schellcher crée toujours la polémique. Ce matin, les représentants des parents d'élèves ont rencontré le proviseur de l'établissement. Objectif, savoir où leurs enfants feront leur rentrée en septembre prochain. Reportage Loïc Régis d'ATV Martinique. Durant plus de 2 heures, ces parents d'élèves se sont entretenus avec le proviseur du lycée Schellcher. Au centre de la discussion, l'avenir incertain de l'établissement. Le dialogue est satisfaisant, mais peu concluant. Cette réunion, nous sommes sortis un peu rassurés, mais sans vraiment être rassurés, parce qu'il y a quand même quelques zones d'ombre qu'il nous va falloir éclaircir, mais pour cela, nous devons avoir d'autres rencontres avec les instances concernées. Les travaux du lycée provisoire sont actuellement à l'arrêt et la rénovation de l'ancien établissement était annoncée pour la rentrée 2016. Les parents craignent de voir les élèves répartis sur plusieurs lycées. Je ne pense pas que les élèves seront vraiment dispatchés, puisque nous parents, ainsi que toute la communauté éducative, ainsi que la rectrice, nous voulons que le lycée Schellcher reste uni. Ça veut dire que tous les élèves seront ensemble, mais maintenant, où ? Ça, c'est point d'interrogation. De nombreuses questions restent sans réponse et c'est ce vide que dénoncent les syndicats. C'est vraiment insupportable, tant pour les collègues que pour les élèves. Il ne faut pas minorer les difficultés et le stress dans lequel est plongé l'ensemble de nos élèves. Tous les jours, ils viennent nous voir. Madame, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Est-ce qu'il y aura des secondes? Est-ce qu'il n'y aura pas de secondes? Est-ce qu'on sera dispatché? Nous, on veut rester lycée Schellcher. Il y a beaucoup de stress de la part des enfants qu'il ne faut pas minorer, mais aussi de la part des adultes, puisque bien évidemment, leurs postes, pour parler de manière technique, leurs postes sont aussi menacés. Les réponses se font de plus en plus urgentes. Une rencontre est prévue lundi prochain entre les représentants des parents d'élèves, le rectorat et la CTM. La ville de Sainte-Anne s'attaque aux déchets face aux incivilités de plus en plus fréquentes des habitants. La ville a procédé à une grande opération de ramassage d'ordures. Des tonnes de détritus ont été enlevées chaque jour pour redonner à la ville son cachet de ville balnéaire. Reportage Yvan Lemar, Bénédicte Jourdier. En plein bourg de Sainte-Anne, les agents municipaux sont à pied d'œuvre. La cible du jour, cette décharge sauvage derrière la cité des Icaques, un problème récurrent. C'est un problème assez régulier que j'appelle la commune à chaque fois qu'ils jettent les ordures là, parce qu'il y a des rats, il y a des moustiques et pas mal de cochonneries qui rentrent dans les maisons. Et moi j'ai une fille qui est handicapée, donc c'est un gros problème pour nous. Et à chaque fois que je les appelle, ils viennent le lendemain pour les ramasser. C'est bien parce qu'on a fait le nettoyage là, les gens viennent stationner là. Il y a l'école, il y a les enfants de l'école qui font le va-et-vient. Nos enfants, moi je n'ai pas de petits-enfants, mais quand même, je trouve que c'est bien. Tous les jours, des agents de la ville font du repérage de déchets et un planning de ramassage est programmé. En fonction de la dangerosité, c'est-à-dire que si on a une problématique de sécurité, on va demander un enlèvement immédiat par nos équipes ou par un prestataire. Par contre, s'il s'agit d'un dépôt classique, malheureusement, on peut le planifier, en général dans la semaine ou la semaine qui suit, avec l'idée de pouvoir le faire par secteur pour pouvoir vraiment être sur toute une sectorisation par jour, qu'on soit vraiment localisé avec un nettoyage assez complet sur des secteurs.
Une fois ramassés, les déchets sont triés et traités spécifiquement. Pour ces opérations, une 60aine d'agents peuvent être mobilisés. En règle générale, on va peut-être avoir 2 équipes de 5 ou 3 équipes de 5 en fonction des besoins et en fonction donc des repérages qui ont pu être faits. On peut toujours être appuyé un peu plus, ça peut nous arriver de faire des opérations coup de poing un peu plus importantes, mais c'est vrai qu'on oscille, disons, entre 10, 15, voire peut-être même 20 agents. On peut même être aidé par les autres équipes du service technique en fonction de l'urgence et de l'importance des dépôts, de l'importance de l'opération qui doit être menée. Ces opérations nettoyage sont quasi quotidiennes, mais insuffisantes. Malheureusement, nos équipes sont occupées tous les jours. Et là, dans l'idée, nous aurions voulu pouvoir aller même un peu plus loin et arriver à même avoir un service le samedi, parce qu'on a du travail même pour le dimanche, j'aurais tendance à vous dire. Donc du 6 jours sur 7, ce serait vraiment l'idéal pour pouvoir déjà arriver à faire de Sainte-Anne une ville totalement propre, avec des signalements et du ramassage presque, je dirais pas instantané, mais avec une certaine réactivité et un dynamisme de nos équipes. Et en complément, arriver aussi à faire de la sensibilisation aux administrés. Toutes ces actions s'inscrivent dans un projet global de la ville. Premier élément, informer, sensibiliser. 2, réglementer. Et aussi sanctionner. Et 3, lorsqu'on fait tout ceci, on informe, on réglemente. C'est pour que derrière qu'il y ait de l'innovation. Faire en sorte que nos déchets soient valorisés. C'est une démarche d'économie circulaire. C'est ça le projet à long terme. Faire en sorte que les déchets qu'on récupère puissent créer de l'activité économique, créer de l'emploi, mais dans une démarche innovante, c'est-à-dire avoir de l'imagination. Et donc c'est ça le projet à long terme, c'est l'économie circulaire. Des opérations coup de main avec les associations et la mise en place d'une police de l'environnement sont aussi prévues. Le réseau HTA Guad, spécialisé dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, pilote depuis 2013 le P3S, le parcours sportif de santé sécurisé, un outil de bien-être accessible à tous qui connaît un véritable succès. Isabelle Hameau, Patrick Curie. Ces parcours sont implantés dans 10 communes. Aujourd'hui, ils sont un moyen de lutter contre les maladies cardiovasculaires, l'obésité ou l'hypertension artérielle. À la 10e installation d'appareils sportifs, une évaluation a été menée pour confirmer leur efficacité. Kenny Viroland qui a fait une évaluation, qui a donné lieu à un master et qui a conclu que ces parcours ont leur place. C'est-à-dire que le public ciblé, des personnes plutôt habituellement sédentaires, pas très actives, les femmes surtout, venaient à ces parcours. Et donc le dispositif ayant donné satisfaction, on a décidé de le développer et de le mettre dans toutes les communes. Et actuellement, toutes les communes de Guadeloupe ont au moins 1 voire 2 parcours sportifs santé sécurisés. Des ateliers dédiés aux sportifs ou non sportifs, mais aussi adaptés à la médecine physique et de réadaptation. Selon le docteur Atala, l'idée est de lutter contre la sédentarité et favoriser l'endurance aérobie. C'est ce qu'on cherche, nous, chez les personnes qui ne sont pas de grandes conditions physiques. Même, par exemple, ici, dans le centre de réadaptation cardiaque, qui a le même parcours partout, nous avons des ateliers qui sont au sol. Donc on évite de faire des mouvements où on bloque la respiration, tels que les barres parallèles, les barres de traction. Et ce qui fait l'originalité. Deuxième intérêt, c'est la convivialité. Des personnes vous disent, moi je vais vélo chez moi, mais je m'ennuie. Venir ici, c'est plus sympa. Et en fait, cerise sur le gâteau, grâce au financement de l'ARS, le réseau HTA Guad coordonne la présence d'éducateurs sportifs, voire de professeurs d'activité physique, qui 2 à 3 fois par semaine viennent donner et prodiguer des conseils pour pouvoir encourager et en toute sécurité les personnes à continuer cette activité physique. Parmi ces personnes, Bernard, 51 ans, est patient du service cardiologie au CHBT. Après un infarctus, il y a quelques mois, il a suivi un test d'effort qui lui permet de se rendre régulièrement sur ce parcours pour améliorer son rythme cardiaque. Ça a été amené par mon cardiologue déjà, d'une part, et aussi par le médecin conseil de la sécurité sociale qui m'a conseillé bien sûr de venir dans le service du docteur Atala pour essayer de récupérer ce que j'ai perdu. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 20 jours, ça m'a permis de rattraper quand même pas mal de capacités que j'avais perdues. Je fais du vélo, la marche, la gym, l'aquagym. Donc toutes ces activités, ça peut être que bénéfique pour le cœur. Le réseau HTA Guad envisage de développer les P3S en intégrant un parcours pour enfants et sensibiliser les patients sur l'alimentation et l'activité physique. L'Université de Guyane organisait ce matin un tournoi de gestion. Une 60aine d'étudiants d'écoles de commerce, d'IUT et de BTS se sont réunis pour se mesurer en matière de gestion. En jeu, la vente de confitures bio. Xavier Paul Lepeletier d'ATV Guyane.
4 ans d'exercice entrepreneurial en une seule journée, voilà la cadence du tournoi de gestion 2016. Objectif, cumuler le plus de bénéfices en développant des confitures bio. L'entreprise, structure de base, elle vous apporte un capital de 1 million d'euros, ce qui est bien pour une PME. Et ce million d'euros a tout été utilisé à acheter des machines, 10. Et comme chaque machine coûte 100 000 euros, on a tout dépensé dans les machines. Mais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien en banque, c'est pas grave parce que toutes les machines sont déjà payées. Pour départager les équipes, pas d'entretien d'affaires, juste des chiffres à rentrer dans un logiciel et le tour est joué. 3, 54, 558. Je rentre dans le logiciel les décisions de chaque équipe et chaque équipe, après, l'ordinateur les compare en fonction des paramètres qui sont rentrés et ils font que celui-là il vend 10 000, l'autre il vend 12 000 seulement, l'autre etc. Voilà. Ces éléments et qui sont relativement objectifs parce que là ce sont des équations qui les comparent. Avec des étudiants venus de différents établissements, la concurrence est féroce, de quoi concrétiser l'acquisition de compétences. L'intérêt pour nous, c'est déjà d'être plongé dans les conditions de l'entreprise, donc dans la gestion d'entreprise. Et l'intérêt aussi pour nous, c'est d'acquérir de l'expérience sous le thème d'un jeu d'entreprise, donc avec des concurrents. Et justement, ça nous rapporte justement la réflexion, la gestion, le travail d'équipe. Vous avez quand même les BTS MUC de Kourou, du lycée Castor, vous avez la formation DCG du CFA de la CCI, vous avez 2 équipes du département technique de commercialisation de l'IUT de Kourou, vous avez le GC, l'école de gestion et de commerce de Guyane, vous avez les BTS CGO du lycée Félix Éboué et les formations de licence de l'université de Guyane. Donc derrière cela, l'intérêt est vraiment que ces jeunes puissent se mettre dans des situations et des postures de chef d'entreprise, de façon justement à ce que, à la fin du concours, soit désignée l'entreprise qui a mis en place la meilleure stratégie, donc c'est-à-dire l'entreprise qui est la plus rentable. L'équipe vainqueur sera désignée dans quelques instants, avant que les étudiants profitent d'un cocktail et d'un DJ pour échanger et se défouler. Dans un instant, un spectacle de claquettes inédit, Semelle, qui sera en prestation à l'Archipel, sur la scène de l'Archipel. Et puis le cheveu naturel Crépu reprend ses droits au salon Aircare Expo aux Abîmes. Depuis juillet dernier, le jardin botanique de Déhay a fait sa révolution numérique. Désormais, les visiteurs disposent d'une tablette numérique pour parcourir les allées du parc botanique et animalier. Une façon ludique et innovante pour découvrir ce joyau de la Guadeloupe. Reportage Nida Kayarsi. Christine et Jean-Yves, touristes originaires de Montpellier, ont décidé de découvrir le jardin botanique de Déhay à travers son application numérique. Tablette en main, il leur suffit de scanner ce QR code pour débuter la visite. Quelques minutes plus tard, photographie et fiches descriptives des nénuphars du parc. L'Asie tropicale bondit vers vous avec les carpe-koi, écartant les nénuphars aux fleurs multicolores entre leurs feuilles rondes. Des libellules s'accrochent au papyrus. Sur la rive, des pandalus, arceaux de racines et de feuilles, tentent d'épouser Ficus benjamina et bambous explosant dans le ciel de l'allée. En quelques clics, des contenus interactifs et ludiques à profusion, ainsi qu'une carte numérique pour s'orienter dans le jardin. L'idée de la tablette est très pratique, c'est innovant. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est très bien. Très sympathique et c'est vrai que ça offre beaucoup de possibilités, ça plaît aux enfants comme aux adultes et on est tous maintenant addicts à ce genre de produit. Donc c'est quelque chose qui nous fait tous du bien. Une visite innovante, pédagogique, lancée il y a 1 an par le Jardin botanique. Une petite révolution pour renouveler l'offre et prolonger l'expérience de visite par une expérience digitale.
La visibilité, forcément, elle augmente du fait de la mise en place de cet élément. Maintenant, pour le visiteur qui est plus demandeur d'informations botaniques, forcément, il est comblé, puisqu'il va trouver grâce à ce support toutes les informations nécessaires. À noter également que les gens ont la possibilité, avant leur visite, en se rendant sur le site du Jardin botanique, de télécharger déjà l'application. Donc ils peuvent arriver avec l'application déjà chargée. Et on a mis donc en place une Wi-Fi free sur l'ensemble du parc qui permet donc aux gens de se connecter sans frais. Une révolution numérique qui doit tout de même composer avec les nombreux appareils photo et autres téléphones portables des visiteurs, utilisés sans modération pour immortaliser les plus belles découvertes botaniques. Autre petite révolution, cette fois dans le domaine de la mode et de la beauté. La 2e édition du salon Haircare Expo s'est ouverte à Cosmédicère du Gazon aux Abîmes. Pendant 2 jours, le cheveu naturel sera mis à l'honneur. Des spécialistes américaines ont même été invités pour partager leurs connaissances sur un cheveu resté longtemps méprisé. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Kim et Malaïka sont déjà à pied d'œuvre. Avec Sephora et d'autres collègues venus des États-Unis, ces coiffeurs connus et reconnus manipulent le cheveu naturel avec brio. Invités d'honneur au Salon du Cheveu, samedi et dimanche, ils montreront aux adeptes du cheveu naturel comment le soigner, comment le peigner et comment l'embellir. Le Salon du Cheveu naturel, c'est pour promotionner la coiffure avant tout. Il y a 10 ans de ça, il y avait 2 salons seulement qui travaillaient les cheveux naturels. Maintenant, on va trouver à peu près une vingtaine. Non, les temps ont évolué, les produits ont changé. Maintenant, avec les produits existants, on peut vous donner vos cheveux naturels et vos cheveux lisses. Donc c'est quand même relativement important. Il y a de très belles choses qui sont réalisées. Demain, justement, avec Naté John, c'est le coiffeur de chez Luster Product, elle va montrer ce qu'on va faire du lissage à base de kératine. Donc on va montrer ce qu'on peut réaliser. Et il suffit de relaver les cheveux, on a le résultat. Et les coiffures sont innombrables. La profession a bien évolué et dans la plupart des salons, le cheveu naturel est bien traité. De plus en plus de femmes conservent ou reviennent aux cheveux naturels. Au début, j'ai toujours voulu faire un défrisage pour pouvoir les lâcher dans le vent, mais au fil des années, j'ai vu que je les portais assez bien, que je pouvais m'en occuper malgré le fait que j'ai beaucoup d'épaisseur. Et grâce au conseil de ma mère qui est aussi coiffeuse, donc j'ai préféré les garder naturels. Maintenant, il y a beaucoup plus de produits pour les cheveux naturels à notre disposition, donc j'ai décidé de les garder naturels. Pourquoi pas le cheveu naturel, étant donné que je suis restée assez souvent sur le défrisage. Et puis ça défournit en fait les cheveux, ça dégarnit en fait un peu. Alors avec le cheveu naturel, c'est clair qu'on n'a pas de soucis, ça coûte déjà moins cher. Que là j'ai plus de choix justement, je trouve, parce qu'après c'était juste tirer les cheveux. Dès qu'on a les bons produits, on peut bien se coiffer, juste faire des twists en fait et puis on y coiffe, épingler avec de petites épingles et puis voilà. Avec une telle démonstration, vous ne pouvez plus vous laisser influencer par les idées reçues sur le cheveu naturel. Seul ou agrémenté, pour le fun ou pour changer de tête, mesdames, vous serez pleinement satisfaites. Les patineurs du spectacle de la Reine des Neiges sont en Guadeloupe. Loïs Signas a assisté à l'une de leurs répétitions avant les représentations prévues ce week-end. Le spectacle de la Reine des Neiges se prépare minutieusement. Les danseurs seront une dizaine à évoluer sur la glace de la patinoire de Jarry. Les personnages principaux, Kay et Anna, la sœur de la Reine des Neiges, sont heureux d'être en Guadeloupe. On est déjà venus dans les Caraïbes, mais pas en Guadeloupe encore. Et ensuite, on a fait l'Europe de l'Est, beaucoup de tournées en France. On s'est préparé au maximum en France. On a l'habitude de faire des spectacles un peu de partout dans le monde. On travaille également au Lido de Paris. On s'est préparé sérieusement et on a hâte de faire cette première. Les patineurs répètent inlassablement leur spectacle où ils évolueront sur une surface glacée de 210 mètres carrés. Alors évidemment, la Reine des Neiges, tout le monde connaît l'histoire de Disney, la Reine des Neiges. Mais est-ce que tout le monde connaît le conte d'origine ?
Cette histoire est tirée donc du conte d'Andersen, qui est donc La Reine des Neiges. Et donc c'est plus l'histoire originale du conte de la Reine des Neiges que nous allons raconter, bien entendu avec des extraits musicaux que tout le monde connaît. Voilà, donc ce sera enjoué, ce sera du beau patinage, il y a des très belles choses, des choses acrobatiques. Donc ce sera pour les petits, pour les grands, il y en aura pour tout le monde. La Reine des Neiges sur glace, on a décidé de le faire depuis décembre, ça c'était prévu, mais comme on n'était pas encore prêt avec la patinoire, maintenant tout se passe, ils sont tous là, vous les avez vus, et le spectacle va avoir lieu demain soir. 3 représentations pour 3 jours de spectacle où le prince et la princesse seront au rendez-vous pour un show de qualité avec des costumes, des portées acrobatiques et des jeux de lumière féeriques. En Guyane, des comédiens atteints par la maladie d'Alzheimer joueront la pièce de théâtre La Lampe Bleue. La performance était présentée avant-hier soir. Stéphane Govindin d'ATV Guyane était au premier rang. La Lampe Bleue est l'histoire vraie de Colette, une jeune fille qui a appris à tirer en cachette à l'abri du regard de son père. Le projet germe après 3 années de préparation à Paris, un moyen de stimuler ces comédiens un peu particuliers. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénératrice qui engendre un déclin progressif des facultés cognitives de la mémoire. La pratique du théâtre peut stimuler les neurones et Shuli Cohen, le metteur en scène, a sa méthode. La méthode, c'est d'abord regrouper un groupe de personnes et comme ça on peut s'appuyer un sur l'autre, on peut se permettre de parler en liberté. Et après, il y a la dignité qui vient aux personnes, on leur donne l'honneur et le respect qui leur convient, qu'ils ont besoin. Et après, ils commencent à raconter leur histoire. Parce que vous savez, la mémoire, lointain, est plus facile pour eux. La mémoire d'aujourd'hui, demain, c'est effacé. Mais la mémoire lointaine, les histoires d'enfance, ils peuvent se souvenir et raconter ça. Alors comme ça, on travaille avec eux, on prend leur histoire, on les met sur scène. Le Guyane, c'est un pays qui a une force incroyable, pas seulement par les personnes qui sont là, oui c'est vrai, mais aussi par la nature qui est tout autour. Ça, c'est une grande force des animaux, des arbres, de l'eau. C'est pour ça qu'on a mis Mascalili, Mamandilo, on a mis tous les esprits de la forêt sur scène. Une pièce à laquelle a participé Elfriede Hills. Contemporaine s'invite à l'archipel ce samedi, se mêle une partition à la fois sonore, visuelle et sensuelle. Karen Diamin a assisté pour vous à leur répétition avant le grand show. On regarde. Avec un titre qui interpelle, Semelle est un spectacle qui allie hip-hop, tap dance, jazz et bien d'autres influences afin de mettre en avant la relation entre le pied et le sol. Mais plus profondément, Semelle aborde une thématique des plus importantes. C'est un spectacle où j'essaye de parler du fait que la femme, il y a une palette de féminité et on est un peu bombardé d'images à longueur d'année dans les médias, les magazines, tout ça, de la femme doit être ceci, cela, etc., que ce soit la plastique et tout ça. Du coup, c'est pour parler un peu de voilà, on est toutes des femmes, on a toute notre place. Et du coup, le casting, il est vraiment représentatif de ça dans les corporalités des unes et des autres sur scène. D'ailleurs, on est 5 femmes et un homme. Du coup, la présence masculine, pour moi, elle est importante parce que c'est un peu comme le yin et le yang. Pour parler de la femme, on parle forcément de l'homme. Il y a Isabelle Dosé, qui est une danseuse de claquettes au départ, qui est aussi beaucoup comédienne. Et elle a un physique voilà, qui est présent, elle est belle, elle est présente, elle est voilà. Diane, la chanteuse, enfin je dis la chanteuse parce que c'est son instrument premier, c'est le chant. Voilà, elle a ce petit côté un peu punk. Et Naïma, elle est danseuse afro-contemporaine, donc elle fait un mélange, une espèce de fusion entre pas la danse traditionnelle africaine, mais l'afro et puis les choses, des formes plus contemporaines. Que ce soit en rythme ou en comédie, Semelle se veut engagée et relate une réalité parfois dure à accepter. Que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. 3 petits points. Oui,
Mesdemoiselles, veiller à son confort vous procurera une immense satisfaction personnelle. Point final. En fait, ce tableau-là, c'est un texte qui existe vraiment. C'est le manuel d'économie domestique pour la femme. C'est un vieux texte des années 60 où, quand vous voyez, la femme doit faire ceci, elle doit être par rapport à son mari. Enfin, vraiment des choses où on entend ça aujourd'hui. Enfin, notre génération, on se dit, mais c'est une blague. En fait, c'était pas une blague et il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. L'idée, c'était de le faire un petit peu décalé. Donc, elle dit ce texte. Il y a l'homme qui est un peu derrière comme un poisson dans un bocal. C'est pas forcément illustratif. Alors, nous, on se le veut plutôt second degré. Alors, pour permettre à chacun d'apprécier ou pas ce spectacle, le rendez-vous est d'ores et déjà pris. Donc, on joue demain soir, le 27 février, à l'Archipel à 20h. Il reste de la place. Vous allez passer un bon moment. C'est beaucoup de diversité sur scène. Venez. Quelques informations pratiques. Les communes de Sainte-Anne, Capesterre de Marie-Galante, Abîme, Pointe-Noire, Abîme, Pointe-à-Pitre, Pointe-Noire et Saint-Claude seront touchées lundi matin par des coupures d'électricité dues à des travaux sur le réseau. Et puis, route de Guadeloupe entamera des travaux au carrefour de Bois-Sec à Goyave dès lundi matin. Il faudra donc s'armer de patience. Des ralentissements sont à prévoir. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.